صاحبي صنهاجي. Moi, je suis senior manager aujourd'hui chez Deloitte. Donc, Deloitte, c'est un cabinet international, expert dans différents métiers du service et du conseil. Et moi, je suis en charge de tous les sujets de transformation digitale sur toute l'Afrique francophone. Donc, اليوم, qu'est-ce qu'on fait? Cette étude aujourd'hui des TMT prédictions, pour que vous ayez une notion, elle a fêté aujourd'hui 20 سنة. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on écrit cette étude-là au niveau global. Ou ça fait 8 سنين en fait qu'on a repris cette étude-là au niveau Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On voit ces tendances-là qui sont vraiment internationales. Donc, il y a vraiment une personne qui est en charge de faire ça. Ram Kemel, son travail, c'est de faire ça. Donc, lui nous donne les tendances et nous, après, on voit ces tendances-là. Est-ce qu'elles ont du sens ou pas chez nous, en Afrique? Et on voit comment on peut les appliquer et on voit les tendances où on en est. Et on confirme. Haj al-Bih, vraiment fait les tendances, c'est que réellement, on a des taux d'exactitude qui sont supérieurs à 80%. Depuis 20 ans, Kolam, 8 à 9 tendances sur 10 sont justes. Ça se révèle vrai. Les tendances peuvent être diverses. On va voir aujourd'hui, par exemple, certaines tendances. Il y a une tendance qui est par rapport au cloud. Est-ce que le cloud aujourd'hui il a de l'avenir ou pas? Réellement, c'est en train de se développer. On va le voir de façon plus détaillée, mais beaucoup. Et surtout, ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Covid a été un vrai accélérateur. Tout ce qui est la 5G. La 5G est quelque chose, surtout il y a 2-3 ans, où il y avait vraiment un risque énorme et très important par rapport à la 5G, qui était lié au risque de santé. Et voir même la Belgique, en fait, par rapport à ça, elle a interdit la 5G pendant un moment. Donc aujourd'hui, la vraie question qu'on va se poser, Inch'Allah, on va apporter une réponse, c'est est-ce que c'est réellement un mythe ou une réalité par rapport à ça? Enfin, il y a un sujet qui est par rapport à l'open run. L'open run, qui est très en vogue, c'est les opérateurs télécoms. S'il y a des mastodontes. Les mastodontes, c'est qui? C'est Ericsson et Huawei. Aujourd'hui, toutes les solutions qu'on met, que ce soit les antennes ou autres, ils sont mises par ces grands acteurs aujourd'hui. À l'époque, il y avait des acteurs qui étaient sur des solutions ERP, SAP, c'est Open Run, c'est des solutions qui sont un peu, on essaye de le comparer comme ça, l'open source. Aujourd'hui, c'est des petits acteurs qui n'ont pas ce nom-là ou ainsi de suite, mais qui se développent énormément. Et c'est beaucoup d'acteurs chinois aujourd'hui qui sont en train de se développer et qui sont 7, 8, 9 fois moins chers. Donc quand on est 7, 8 fois moins cher pour exactement les mêmes performances, on commence à vouloir aller vers cette solution-là. On va parler aussi de tout ce qui est casque virtuel. Les casques aujourd'hui virtuels, ils sont en train de peut-être de plus en plus utilisés et de plus en plus dans le monde de l'entreprise et dans le monde, on va voir des chiffres, et dans le monde de l'éducation. On réalise qu'aujourd'hui, surtout avec le Covid encore, parce qu'aujourd'hui le Covid, ça a été un malheur, on a eu beaucoup de morts, c'est une réalité, mais au niveau digital, ça a été un accélérateur, et encore plus dans nos pays à nous, on a évolué en une année ce qu'on n'a pas fait sur les 10 dernières années. Donc bon, j'essaye de voir aussi le côté, même si c'est dur, positif de ce Covid, mais ça a été quand même un accélérateur. Et là, les gens sont chez eux. Donc le fait de dire, aujourd'hui on le réalise, une formation quand vous êtes présent sur place, ce n'est pas la même chose qu'une formation quand vous êtes chez vous. Pourquoi? Parce que quand on est chez nous, on peut être déconnecté parce qu'il y a une personne qui nous appelle pour X ou Y raison, on peut répondre à un mail, on n'est pas archi-actif. Souvent, ce qui se passe aujourd'hui, même dans les réunions Teams ou Zoom ou autres, on déconnecte souvent notre caméra, donc les interactions sont moins. Donc, cette partie-là, virtuelle réalité, est quelque chose qui va nous permettre d'être comme si on était sur ces espaces-là. Donc, on diminue les investissements, surtout en cas de voyage ou autre, mais tout en s'assurant ça. Et il y a des taux aujourd'hui de rétention des personnes par rapport à des formations qui sont à peu près de 75%. Moi, je vais vous poser une question. Selon vous, quand vous faites une formation, par rapport à la formation, bien sûr, si vous ne relisez pas ou autre, par rapport à une formation de 2 jours, donc combien vous allez retenir en pourcentage de cette formation-là? Répondez. En moyenne. C'est bien. 30%, vous avez bien retenu. C'est très bien. Le taux aujourd'hui, il est de 10%. Aujourd'hui, quand on va dans une formation et on a suivi 10 heures de formation, si on a retenu 10%, c'est très positif. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne retient pas. On a des mots, quand quelqu'un va nous en reparler, ça va nous refaire des liens, mais réellement, nous, quand on les retient, on ne retient pas. Avec ces casques virtuels, on retient jusqu'à 75%. Pourquoi? Parce qu'on devient actif. Parce qu'on est dans un rôle où on est en train de jouer. Et en fait, pourquoi les enfants apprennent énormément? Parce que tout ce qu'on leur donne à faire, même des langues ou autres, c'est de la gamification. Ils sont dans un esprit de jeu. Et quand on est dans un esprit de jeu, on retient, parce que ça nous plaît. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des hobbies, peut-être la play ou peut-être les jeux de cartes ou peut-être la belote ou poker ou autre.
quand on apprend à jouer à ça, on devient archi performant, hein. On devient spécialiste, on maîtrise même quand on joue avec quelqu'un, on lui en veut de ne pas avoir compris ce qu'on disait, tellement c'est logique et rationnel. Et on retient les choses. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est quelque chose de gamifié. Ensuite, tout ce qui est téléconsultation, donc aussi un sujet aujourd'hui qui explose, surtout avec le Covid. Enfin, on va voir comment, parce que l'objet aussi de cette réunion, c'est de se dire aux gens, surtout aux startups ou autres, on veut être un leader dans le sens où on veut donner les prédictions sur lesquelles les startups doivent aussi se développer. Aujourd'hui, tout ce qui est l'athlète hyper quantifié. Là, on est en train de parler de data. On est en train de parler de données et on n'est pas en train juste de parler de données. Les données, big data et tout, c'est depuis de nombreuses années qu'on parle de données. Mais depuis quand on est en train de parler de données liées aux athlètes? Ça fait une année ou deux et là, c'est en train d'exploser. Aujourd'hui, la NFL ou autre, les statistiques, on les voit par rapport à des joueurs. Les recrutements se font par rapport à des statistiques et non plus uniquement par rapport à des compétences. La monétisation du sport féminin aussi. Aujourd'hui, le sport féminin est en train de se développer à grande voix. Et tout ce qui est TVOIK. Donc, comme je vous ai dit, l'idée là, c'est de vous donner des chiffres mondiaux. Et suite à ces chiffres mondiaux, c'est d'aller, nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on a pu retenir comme chiffres, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Bien sûr, l'étude en Afrique, on a moins d'éléments sur certains sujets, mais on a quand même essayé de faire une belle vue de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Donc, tout ce qui est le cloud. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? On est en train de se dire, on a constaté quelque chose, c'est que les gens aujourd'hui ne veulent plus investir dans de l'infrastructure. Pourquoi? Parce que l'infrastructure est très vite obsolète. On achète des baies, on achète des serveurs, c'est des gros investissements. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont acteurs et qui sont maîtres de faire ça. C'est leur domaine. Et ils ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils font de la mutualisation. C'est-à-dire qu'ils vont acheter cette infrastructure, elle va être obsolète au bout de 3-4 ans, mais ils l'auront déjà amorti au bout de 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est des opérateurs, aujourd'hui, ce n'est pas leur métier, quels qu'ils soient, hein, des banques, des assurances ou autres acteurs, ce n'est pas leur métier en fait. Donc s'ils vont investir sur cette infrastructure, ils vont être obligés de maintenir cette infrastructure 10, 15, 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est des gros investissements. Alors que là, on parle d'OPEX. On parle aux gens, on ne leur demande plus d'investir en investissement en CAPEX. On dit à ces personnes-là, vous allez faire de l'OPEX. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à ça? Il y a deux différents types. Il y a quelque chose qui est en train de se développer avec un grand boom. C'est tout ce qui est cloud hyperscale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est aujourd'hui, les gens se disent, nous, on veut acheter et payer uniquement ce que l'on consomme. Et on veut avoir la possibilité, au fur et à mesure, d'augmenter notre infrastructure comme on le souhaite. Et c'est ça, cette réflexion d'hyperscale. C'est de se dire, on a en place une solution de cloud qui va en fait évoluer par rapport à nos besoins et la tarification va être vraiment faite par rapport à nos besoins. Et donc, beaucoup moins d'investissement et on ne paye réellement que ce qu'on consomme. On est vraiment sur une réflexion de service. En 2021, il y a eu à peu près des revenus de tout le cloud au niveau mondial, ils ont augmenté à peu près de 30%. Nous, cette vision que l'on a, et on est vraiment pessimiste dans cet esprit-là, c'est une certitude qu'on va avoir une augmentation de 30% par an jusqu'en 2025, voire beaucoup plus. Et notre prédiction, et là c'est une prédiction chiffrée, c'est que le chiffre d'affaires qui va être généré aujourd'hui par les acteurs cloud mondiaux, et là quand on parle d'acteurs cloud, on parle des Google, d'IBM et des SunGard et autres, va dépasser aujourd'hui, enfin leur investissement va dépasser les 150 milliards de dollars dans le cloud sur une année, ce qui est un record. En Afrique, où en est-on? En Afrique, il faut être honnête, aujourd'hui 80% des clouds, des hébergeurs sont au niveau soit aux États-Unis, soit en Europe, soit en Chine. Mais en Afrique, on commence à avoir des prémices. En Tunisie aussi, on a 2 acteurs aujourd'hui en Tunisie, que ce soit EO Data Center ou Dataxion, qui se sont lancés dans ça. Mais beaucoup d'entre eux, l'évolution se fait très doucement. Pour 2 raisons, ça se fait très doucement. D'une part, parce que les personnes ne sont pas encore rassurées que leur data, que leur serveur n'est pas à côté d'eux. C'est en train, la mentalité, la culture est en train de changer. Et beaucoup d'entre eux, en fait, ont commencé dans un premier temps à prendre leur infrastructure et à la positionner chez ces acteurs-là. Quand ils font ça, on ne parle pas de cloud. Quand on fait ça, ils ont juste acheté des accès, que ce soit telco ou des accès d'énergie, mais ils n'ont pas utilisé du tout l'infrastructure cloud. Quand on parle de cloud, réellement, tout ce qui est hardware, ce n'est plus notre problème. On sort de ça. On est vraiment sur le niveau applicatif des solutions. Et là, c'est en train de se développer doucement. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne,
L'investissement sur 2020, il était à peu près de près de 650 millions de dollars d'investissement. Donc il y a une croissance. Et la croissance du cloud sur l'année dernière, elle est à peu près de 28% en Afrique, ce qui est beaucoup par rapport aux attentes. Cloud public, hein, on parle bien. Hein. C'est-à-dire que les acteurs publics aujourd'hui, pourquoi la croissance, on parle de bien de croissance et évoluer, parce qu'avant, tout était en interne. Aujourd'hui, même les clouds publics, même les acteurs publics sont en train d'aller vers ces solutions-là pour deux raisons. D'une part, parce que c'est moins coûteux, et d'autre part, parce qu'ils n'ont plus les moyens aujourd'hui, nos gouvernements, d'investir sur de l'infrastructure. On va passer à la 5G. Donc la 5G, comme je disais, il y a quelques années, on était contre la 5G. Et quand je dis contre la 5G, c'est qu'on se disait ça a des risques de santé ou autre. Donc là, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et on voit même en temps de la question qu'on la pose aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, plus que 10 à 20% pensent ça. Ils ont réalisé qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on réalise que l'exposition d'une radio, par exemple, elle est plus de 5 fois plus importante en termes d'énergie que l'exposition de 5G. Même la 4G, les radiations exposées sont plus importantes. Donc aujourd'hui, le risque de cette 5G, enfin le risque, il n'y est plus, il n'est plus là le risque. Le seul point de la 5G, c'est qu'il va falloir mettre beaucoup plus de capteurs pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est vrai qu'en termes de nombre, on va être équivalent. Mais même avec ça, on est très très loin. Juste pour vous donner quelques chiffres, sur la 5G, on est sur une puissance de sortie autour des 200 watts. Sur de la radio ou de la TV, on est sur du 100 000 watts. De puissance de sortie. Pourquoi on parle uniquement de 5 fois plus ? Parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire, parce qu'on va mettre beaucoup plus d'équipements. Donc vu qu'on est beaucoup plus d'équipements, c'est vrai qu'il va y avoir peut-être beaucoup plus d'antennes 5G que nécessaire, mais même en multipliant toutes ces antennes par rapport à la puissance de sortie, on est toujours 5 fois inférieur. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est, qui est vraiment pas du tout contraignante sur le niveau santé. Enfin, en Afrique, on a posé la question aux personnes. Globalement, on n'était pas sur le même chiffre. Mais c'est normal, hein, on met un peu plus de temps pour arriver à ça. Aujourd'hui, en Afrique, une personne sur deux pense encore que la 5G est néfaste pour la santé. Voilà. Donc, réellement, très faible niveau d'exposition. Aucun résultat scientifique réel qui a dit que la 5G aujourd'hui était négatif, et même la Belgique aujourd'hui sont en train de se repositionner sur de la 5G. Tout ce qui est l'open run. Donc, comme je vous ai expliqué rapidement tout à l'heure, l'open run, c'est l'open source. Donc, l'open source des solutions, des solutions télécom. Donc là, la part du marché, selon nous, hein, d'ici 2020, il y a eu à peu près 60 acteurs telco qui ont commencé à positionner ça. Donc il y a eu des acteurs, que ce soit MTN, Verizon ou autres, qui ont commencé à acheter ces solutions-là pour les déployer. Et pourquoi ça s'est beaucoup déployé ? Parce que, Huawei est un acteur aujourd'hui chinois. Et il y a eu une lutte à l'époque avec les États-Unis qui voulaient en fait sortir de la domination aujourd'hui de Huawei. Et les États-Unis aujourd'hui n'ont pas un acteur du type Ericsson ou de type Huawei par rapport à ces acteurs-là. Donc ils ont commencé à vouloir sortir, à créer même eux des solutions Open RAN. Bien sûr, les Chinois les ont largement rejoints et dépassés même par rapport à ça. Donc on commence à se dire, au moins quand c'est dispersé, on a moins d'impact et moins de dépendance par rapport à ces acteurs-là, et au moins on leur achète leurs produits 10 fois moins chers. Donc tout ce qui est réseaux sans fil centraux seront virtualisés selon nous d'ici 2023, quasiment pour nous. Et d'ici 2025, on considère que ce marché-là va être multiplié par 10. Donc réellement, c'est des investissements sur lesquels on préconise d'y aller, et on est convaincu qu'encore plus en Afrique, on va aller vers ces technologies-là parce qu'on n'a pas les moyens d'aller sur des technologies plus excessives. Donc en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc déjà, Orange, donc comme je vous ai dit, vraiment des grands acteurs et on sera en train de le faire. Orange, aujourd'hui, ils ont déployé dans 17 pays de l'Open Run. Aujourd'hui, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc ils ont commencé à mettre ces solutions-là et surtout du réseau 2, 3 et 4G. Le MTN prévoit de déployer aujourd'hui 5000 sites en Afrique sur 21 exploitations différentes. Et en Mozambique et en République démocratique, le Vodafone a commencé à tester ça. Donc on voit qu'en Afrique,
c'est vraiment des cas vrais, pratiques. Il y a des acteurs, et pas n'importe qui, hein, quand on parle de Vodafone et d'Orange, on parle de gros acteurs qui commencent à aller vers ces technologies-là parce qu'elles sont moins coûteuses. Et l'Afrique, pourquoi va se développer plus vite par rapport à ces technologies-là? Parce qu'on va vouloir essayer déjà ces technologies-là, voir est-ce qu'elles sont efficaces ou pas, avant de se les redéployer chez eux. Pour eux, pour le moment, ils se disent on veut vendre, donc on va vendre, on va installer, on va mettre en place. C'est des appels d'offres au final public, donc il faut être compétitif en termes de prix. Donc il vaut mieux installer ces solutions-là tout en ayant en Afrique pour voir leurs fonctionnalités. Enfin, donc là, le sujet des casques réalité virtuelle. Donc globalement, en 2021, les revenus des casques ont été multipliés par 2 par rapport à 2020. Bon, beaucoup de gens sont restés chez eux, donc ça a fait augmenter les ventes. Tout ce qui est programme de réalité virtuelle d'entreprise améliore la productivité aujourd'hui de 32%. Donc là aussi, et tout ce qui est formation, comme je vous l'avais dit, on est à 75% de taux de rétention quand on est en train de faire des formations avec des casques virtuels, alors qu'on est uniquement à 10% au niveau physique ou autre, dans des cours magistraux. Donc l'idée de ce slide-là, c'est de bien rappeler que la réalité virtuelle a plusieurs use cases, a plusieurs pratiques, que ça soit dans la société pour former les collaborateurs ou autre, mais c'est pas justement uniquement les former sur des choses comme ça. On va voir des cas, des use cases qui sont faits en Afrique, qui va permettre en fait de mettre des gens dans des situations. C'est-à-dire aujourd'hui un pilote, par exemple aérien d'avion, au lieu d'acheter tout le cockpit qui coûte très cher ou autre, on peut le mettre en situation. Il va être là, il sera uniquement sur un siège, et il va avoir cette sensation d'être dans une chute, comment il va réagir, il y a une dépression, comment il va réagir, ou pas. Et il y a eu un cas qui a été fait, donc, qui pour moi est vraiment le cas le plus important en Afrique, c'est en Afrique du Sud. En fait, ils ont utilisé ça pour l'industrie minière. En fait, ils ont géré les personnes au niveau des mines et ils les ont mis en vraies circonstances. Et du coup, il y avait des chutes de pierres, par exemple, au niveau de la mine pour voir comment ils allaient réagir. Ils ont poussé à leur productivité pour voir comment ils allaient travailler, combien ils pouvaient faire en 1 heure ou en 2 heures, ou ainsi de suite. Et en fait, ces gens-là qui ont été formés sur ça, par la suite, quand ils étaient en situation sur terrain, ben, du coup, ils savaient quels étaient les risques ou pas par rapport à ça. C'est typiquement, on joue à un jeu de guerre type Call of Duty ou autre, bah en fait on n'a pas 10 chances, hein. On est touché, on sort du jeu, et c'est un peu ça en fait, cet esprit-là. Cet esprit-là, c'est de se mettre dans une situation où réellement on est dans des circonstances réelles. Et du coup, la personne fait l'erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, et du coup, elle commence à prendre les bonnes pratiques par rapport à ça. Elle ne va pas descendre typiquement sans mettre son casque dans la mine. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Et en fait, il y a toute cette solution-là. Hein. Il arrive, il a un endroit où il va s'habiller ou ainsi de suite, donc il a l'impression de prendre un casque, le mettre, aller sur cette chaîne et faire ça. Il y a d'autres projets. Hein. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a le musée d'Abobo, pardon, qui est aujourd'hui aussi disponible. Hein. Vous pouvez rentrer sur Internet, vous allez le trouver. Bien sûr, pour pouvoir le voir en 3D et avoir cette vision-là, il faut des casques virtuelle réalité. Par contre, ils l'ont déjà mis à disposition. Aujourd'hui, au niveau international, on est allé beaucoup plus loin. Il y a des vraies visites, des visites d'appartements typiquement, qui se font sur ça. Donc il y a des sites aujourd'hui, des success stories hein, aux États-Unis, où ils nous permettent, en fait, même via Airbnb ou autre, de voir l'appartement. Souvent, on est déçu. On voit une photo et quand on arrive dans l'endroit qu'on a loué, même un hôtel, on est déçu de ce qu'on retrouve. Là, l'avantage de cette technologie-là, c'est qu'avec ce casque virtuel, en réalité, on peut le mettre et on peut voir. L'avantage aussi, c'est que les coûts de voyage ou autres sont importants. On peut même avoir la chance aujourd'hui, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, de voyager sans bouger de son espace. Bien sûr, ça ne remplacera jamais le voyage. Hein. On n'a pas le côté humain, le côté relationnel, mais quand même, on peut évoluer. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, et ça va aussi dans cette vision-là, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance est là. À l'époque, on pouvait se dire, en fait, on n'avait pas la connaissance, c'était très difficile, les autres pays internationaux étaient en avance par rapport à nous, et nous toujours en retard, et ils avaient 5, 6, 7 ans, et avant qu'une technologie arrive chez nous, elle était déjà implémentée depuis belle lurette ailleurs. Aujourd'hui, on a la chance, même avec des cours type MOOCs ou autres, on a la chance que toute l'information est là. La seule chose qu'il faut, c'est à nous de vouloir nous instruire, et à nous de vouloir développer ces compétences-là. Donc, tout ce qui est téléconsultation. Donc, téléconsultation, je ne sais pas, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont fait des téléconsultations ou pas, en ligne? Pas encore.
Ouais, parce qu'il y a la Toba.n qui a commencé à mettre ça en place. Bon, l'idée de se dire aujourd'hui, depuis le Covid, en fait, on dit aux gens, surtout, ne venez pas. Surtout en Europe ou autre, ne venez pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez venir pour une petite consultation et par la suite attraper le Covid et vous retrouver en salle de réanimation ou autre. Donc on a poussé énormément vers toute la partie téléconsultation. Donc 43% des visites sur avril sur Mediacare sont été réalisées à distance, ce qui est énorme, hein. C'est un site de réservation aux États-Unis de consultation. Donc quasiment 1 sur 2 s'est fait en ligne sur avril 2019. Et la solution Ping Doctor, Good Doctor, elle a augmenté ce nombre de consultations x 10 sur l'année 2020. Notre pronostic sur cette année-là, sur 2021, il est double. D'une part, c'est que le nombre de consultations va se multiplier par 5. On va atteindre les 400 millions de visites, sachant que sur 2020, qui était l'année record jusqu'à maintenant, on a atteint les 80 millions de téléconsultations dans le monde. Et on va avoir un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars. Donc là, on voit que ce métier-là de téléconsultation est l'avenir, et même le présent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réel. Et l'avantage pour nos pays à nous, c'est qu'on a des zones rurales. On a des zones rurales où des médecins, des spécialistes n'y sont pas. Et typiquement, un cardiologue, ça va être un peu compliqué de le retrouver à Jazis ou autre. C'est compliqué de le trouver tout le temps. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'une fois par semaine, il y a un spécialiste qui va dans cette zone-là, ou ainsi de suite. Avec ça, on n'a plus cette contrainte-là. Avec cet avantage de téléconsultation, on peut traiter les gens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Il faut juste une connexion Internet et on peut traiter les gens. Et même, en fait, si la personne n'a pas une connexion Internet dans ces zones rurales, elle peut arriver à l'hôpital et avoir cette première consultation. Et s'il y a vraiment un cas grave, soit on pourra emmener cette personne-là vers les grandes villes, soit on pourra la traiter. Donc, quelques cas pratiques en Afrique. Donc aujourd'hui, en Tunisie, il y a eu Toba.n qui s'est beaucoup développé, surtout pendant le Covid, et qui a mis en place pendant le Covid pour les hôpitaux une solution qui permettait à toutes les personnes qui avaient, les diabétiques ou autres, qui avaient normalement des téléconsultations mensuelles, qui devaient venir voir ou autre, de gérer toute cette partie-là à distance quand c'était faisable. On a des programmes qui ont été lancés, un programme aussi au Nigeria avec AXA qui permet de faire des consultations aussi médicales virtuelles. Et il y a une plateforme aujourd'hui, ICEM, au Cameroun, qui, elle, est conçue pour répondre aux problèmes, comme je disais tout à l'heure, démographiques médicales. C'est le fait de manque de médecins, manque de ressources, manque de spécialistes, manque de compétences dans les zones les plus éloignées. Et aussi d'autres, mais on a plein, hein. Il y a beaucoup de ce type de solutions. Là, on en a cité quelques-unes. L'idée est juste de réaliser que même chez nous, en fait, parce que c'est ça ce qui est important aussi, c'est pas quelque chose d'imaginaire. Nous, vraiment, ce qu'on veut vous montrer avec ces prédictions, c'est pas de se dire oui, mais ça c'est trop loin par rapport à nous, on est trop loin. Il y a 8 ans, quand on a initié ça, on était très loin sur beaucoup de choses. On parlait de voitures qui se conduisaient toutes seules, on parlait de robots, on était loin. Aujourd'hui, on réalise qu'on n'est plus très loin. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus dans l'investissement du hardware uniquement. On est vraiment sur des services. Et le service est en train d'évoluer de façon très importante. Donc l'athlète hyperquantifié. Donc là, moi j'ai un cas qui vient d'arriver là en avril 2021. Donc je ne sais pas si vous suivez le foot, mais mesdames, non, plutôt les hommes. Il y a Kevin De Bruyne. Donc Kevin De Bruyne, finaliste Ligue des Champions, très grand joueur. Il n'a pas d'agent. Il n'a pas d'agent et il vient de signer un contrat à peu près de 18 millions et demi d'euros, je crois, par an. Comment? Par rapport à ses datas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé des consultants en data analytics, 2 consultants, qui ont analysé les matchs, quand lui jouait, quand il ne jouait pas, l'impact qu'il avait sur la performance, non pas la sienne uniquement, mais la performance de tous les joueurs quand ils jouaient avec lui, le nombre d'échanges qu'ils faisaient, et ainsi de suite. Et par rapport à tout ce rapport qui a été sorti, il leur a dit, moi, ma valeur est de 80 millions sur les 4 prochaines années. Et du coup, les personnes l'ont vu. Bien sûr aussi, il doit y avoir du marketing derrière. Et même ça, il a été pris en considération. L'impact marketing de son image et autres a été pris en considération. Donc on réalise que c'est en train d'être utilisé maintenant. Aux États-Unis, c'était déjà utilisé il y a 2 ans et ça continue à être utilisé. Aujourd'hui, tout ce qui est perte, pourquoi c'est utilisé? Parce que les gens, ils investissent sur des joueurs, ils payent 100 millions de dollars à un joueur et au final, ils se cassent le pied. On fait quoi? Il ne joue plus. On a perdu 100 millions de dollars. On le paye 30 millions et il est out. Donc là, en 2019, il y a eu 500 millions de dollars de pertes
à cause de ce type de problème aux États-Unis dans la NFL. Nous, ce qu'on estime là, tout ce qui est paris sportif, et pourquoi les gens, là, ce qu'on a mis comme un élément, c'est pourquoi c'est si important. Pourquoi nous, aujourd'hui, on vient parler de l'athlète hyper quantifié. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans ce monde-là. Il y a des investissements, les gens investissent, que ce soit des paris sportifs, que ce soit pour aller au stade, que ce soit dans les sponsoring, il y a beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, et on est dans de la data. Donc au lieu de vous dire oui, la data c'est intéressant, vous devriez faire des trucs, bon, on ne vous a rien dit en fait. Tout le monde sait que la data c'est important, que la data analytique c'est quoi? Donnez-nous un use case, donnez-nous un cas pratique. Et c'est ce qu'on essaye de faire en fait. Et là on vous dit voilà, avec le sport, c'est un use case qui pour nous en fait, sur les 5 prochaines années, sera très performant. Voilà. Maintenant, on va passer sur la partie sport féminin. Le sport féminin. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, toutes les équipes de football renommées, hein, Lyon, la Juventus, le Real, Barça ou autres, ils commencent à développer ça. Pourquoi? C'est la même raison, c'est l'argent. Ils ne vont pas commencer à développer ça juste parce qu'ils veulent voir des femmes courir sur le terrain. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, ils ont réalisé quelque chose. En 2019, la Coupe du Monde féminine par rapport à 2015, il y a eu 30% de plus de téléspectateurs. Et surtout, le chiffre qui est très important, il y a eu 1 milliard de téléspectateurs pour la Coupe du Monde féminine. Quand on compare avec la Coupe du Monde masculine, on est encore très loin. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui... Oui, bien sûr. Ah, vous avez une question? Ah, je pensais. C'est l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on atteint le milliard. Donc là, aujourd'hui, quand on se dit il y a 1 milliard de téléspectateurs, on se dit il y a un business à faire. Il y a un enjeu. Donc, on peut aller chercher. Les sports féminins croissent beaucoup plus vite et pareil, il y a eu aujourd'hui en termes de sponsoring ou autre sur ce marché-là, ça reste peanuts par rapport au truc. Hein, mais on a atteint le milliard de dollars d'investissement dans le monde du football. Ce qui, comparé à des contrats, on peut prendre le top 10 des joueurs hommes, ils atteignent quasiment ça en termes de contrats publicitaires. Mais pour des investissements au niveau femmes, ça cartonne. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que les prochains JO, on va être 50-50. Il y a 49% de femmes, ce qui est aussi un record. Il y avait toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes dans tous les Jeux Olympiques. Là, on arrive à un niveau qui est équitable. Donc même les femmes sont en train d'aller vers ce monde-là. Où est-ce qu'on en est quant à nous? Le point qui est très important aussi, c'est que même nous, en Afrique, on développe, les femmes se développent. Les sports les plus regardés aujourd'hui au niveau femmes, hein, c'est le tennis. Et on a une grande championne aujourd'hui qui a gagné son match, Ons Jebel en Tunisie. Elle a signé des contrats de sponsoring, aujourd'hui même avec des acteurs nationaux, je crois, Groupe Hossein ou autre truc, que même à l'époque, Oussama Malouli, c'était compliqué qu'il les signe. Maintenant, on réalise aujourd'hui qu'il n'y a plus d'hommes-femmes, il y a de la renommée. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ce n'est pas intéressant? On y va ou on n'y va pas? Donc, oui, les gens investissent. Lors de notre étude, parce que nous aussi on fait une étude au niveau de l'Afrique, 51% des personnes déclarent regarder au moins un événement sportif avec une femme par an. Que ce soit un match de tennis, que ce soit de l'athlétisme, que ce soit du football féminin ou autre, au moins une fois par an, ils regardent un événement avec une sportive qui joue. Donc, ce qui est intéressant aussi là, pourquoi on veut donner cette information, c'est qu'aujourd'hui, les canaux d'information, ils sont doubles en fait, surtout dans nos pays à nous. Il y a la télévision qui est toujours là, mais l'autre canal aujourd'hui qui se développe énormément, c'est le téléphone mobile. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion de se dire, on peut créer du contenu. On peut créer du contenu adapté à ça, spécifique à ça, au sport féminin, parce qu'on est encore nouveau, parce qu'il n'y a pas encore de grands acteurs. Pourquoi aller sur quelque chose où il y a déjà des gens qui sont? On peut aller sur quelque chose de nouveau, créer du contenu spécifique sur ça et se développer là. Juste une notion, il y a 3 start-upers français qui ont levé, je crois, 11,5 milliards de dollars et ils font, pas féminin seulement, hein, ils font du contenu sportif. Aujourd'hui, sur Facebook ou autre, on trouve des choses, ça dépend de ce que vous regardez, on trouve du contenu lié au football, lié à la NBA, lié ou autre. Et en fait, tout ce contenu-là, il y a des gens qui l'écrivent. C'est des blogueurs ou autres qui vont venir vous dire, voilà, aujourd'hui, les nouvelles de la journée, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ce transfert-là. Il va vous donner des informations là. Lui, il a pris du temps pour lire et faire un contenu et créer toute une base de données de followers. Et ce gars-là, aujourd'hui, quand il atteint les 5-7 millions de followers, il a de l'impact.
Et il gagne sa vie. Pourquoi? Parce qu'il crée du contenu qui est suivi. Pendant ces vidéos-là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une petite publicité de 15 secondes au beau milieu de la vidéo qu'on facture. Et du coup, Facebook, aujourd'hui, est derrière le rachat de ce type d'entreprise. C'est-à-dire que même lui, s'il n'est pas rentable en se disant sur la publicité de 15 secondes, c'est pas rentable, oui, mais si tu crées du bon contenu de qualité, Facebook te rachète à 11 milliards comme il en fait aujourd'hui. Pourquoi? Pour qu'elle puisse, elle, mettre en place, pour que vous restiez sur son site, vous restiez sur vos téléphones mobiles, vous ne bougez plus de vos ordinateurs, et vous n'allez pas regarder la télé. Et que toute la publicité par la suite aille là-bas. À l'époque, que ce soit en Coupe du Monde ou Ligue des Champions ou autre, les publicités les plus chères se vendaient où? Se vendaient sur la télévision. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais l'écart est beaucoup moindre. Aujourd'hui, quand on voit le chiffre d'affaires de la publicité généré sur les réseaux sociaux, slash celui qui est généré sur la télévision, sur les réseaux sociaux, on est 5-7 fois supérieur. Par contre, il y a beaucoup plus de publicité. C'est-à-dire, et la force de cette publicité, c'est que c'est une publicité qui est ciblée. Donc aujourd'hui, les grands groupes ne veulent plus de la publicité sur TF1 ou de trucs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, en étant avec lui, il va me cibler une catégorie de personnes. Je veux les femmes qui ont entre 18 et 28 ans, qui sont dans la zone X, et c'est uniquement à ces personnes-là que vous allez faire cette publicité-là. Et donc, c'est quelque chose vraiment de pertinent. Et là, on va parler de la dernière tendance, qui est la télévision 8K. Bon, l'intérêt de cette tendance, c'est une tendance internationale, c'est de se dire aujourd'hui, les gens sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous, la QLED, la 4K QLED vient d'arriver en Tunisie, on est en train d'avancer, on est en retard. L'avantage, en Tunisie, il y a un avantage et un inconvénient, c'est que c'est cher, ces outils-là sont chers. D'accord. Donc là, une télévision 8K, on est à peu près autour de 3 300 $. Donc 3 300 $, on est à peu près autour des 10 000 dinars en prix moyen de ce type de téléviseur. Donc on se dit, les investissements ne vont pas prendre encore en Afrique. Par contre, on réalise qu'au niveau international, il y a sur l'année 2020 2,5 milliards de dollars qui ont été faits. Et on considère que ça va encore plus évoluer, ça va augmenter de 800 millions de dollars ces ventes-là pour atteindre à peu près le 1 million d'unités vendues. Donc oui, on va être pas en retard, mais c'est normal, c'est des équipements. Ce que je disais tout à l'heure, sur ces tendances-là où on doit avoir une voiture qui est autonome, il faut avoir l'infrastructure. Et là, sur ces éléments-là, on ne l'a pas encore et il faut avoir les fonds pour investir. Qu'est-ce qui est important dans cette tendance, par contre, et là, c'est pour ça qu'on l'a quand même conservé pour vous la présenter, c'est que quand on a ce type de télé, il y a des attentes. Pourquoi je vais payer plus cher si c'est juste une qualité? Parce qu'en fait, les contenus vont être différents. La pixelisation va être mieux, et ainsi de suite. Mais pour faire ce nouveau type de contenu, donc vous avez vu, là, on est plutôt sur le média, on est vraiment sur le volet contenu. Pour faire ce type de contenu, il faut des gens qui génèrent ce type de contenu. Donc aujourd'hui, des gens qui vont générer des contenus 8K, c'est quelque chose, même en Afrique, qui a du sens. Aujourd'hui, les gens, il y a un start-upper tunisien qui a fait une start-up dans la gamification, là, qui n'est pas à Paris, Walid Mideni, qui cartonne, qui a réussi, ainsi de suite. Il a eu des années difficiles et qu'aujourd'hui cartonne. Mais ce que je veux dire, c'est que créer du contenu, c'est positif. Et on peut le faire. Et bien sûr, il y a des investissements à faire, que ce soit des caméras ou autres dans un premier temps, mais c'est quelque chose où il y a des choses à faire sur ce type de projet. Voilà. Quand on a posé la question au niveau africain, c'était intéressant de leur dire aujourd'hui, réellement pour vous, qu'est-ce que vous attendez de cette 8K? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bizarrement, quand on leur a posé la question, on ne leur a pas donné le prix, mais quand on leur a dit qui voudrait acheter cette nouvelle technologie 8K en Afrique, 94% des gens, ils ont dit oui, on est prêt à acheter, on veut investir, on veut acquérir le dernier modèle. C'est l'Afrique aussi, ça ce qui est génial dans nos pays, c'est la première chose, c'est on y va et on verra après. Ils attendent 4 choses, ils attendent des contenus, et ça c'est en deuxième position, des films 8K, HD ou autre, donc ils veulent du contenu, ça c'est important. Ils veulent bien sûr une meilleure netteté, une meilleure résolution, et surtout, et ça c'est l'autre point, c'est pour ça que j'ai un peu avancé tout à l'heure sur la partie gamification, ils veulent une meilleure expérience en termes de gaming. Et aujourd'hui, des consoles qui sont en train de se développer, type PS5 ou autre, c'est ce que ça permet de faire en fait. Là, on commence à avoir une meilleure vision. Et derrière aussi, quand on va commencer à réfléchir, on est à une étape supérieure, mais tout ce qui est casque, virtuelle réalité ou autre,
on va aller dans ça. Et en fait, il y a deux secteurs aujourd'hui dans le monde qui sont archi en avance par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies et qui sont les pionniers. C'est le secteur de la défense, de l'armée. L'armée est toujours en avance par rapport à ça. Donc toutes ces technologies dont on est en train de parler sont là depuis une vingtaine d'années. Et l'autre secteur, c'est les jeux. C'est les gamification. Aujourd'hui, le niveau de clarté d'un jeu, les qualités des jeux, les ingénieurs qui travaillent dans ces niveaux-là sont aujourd'hui les pionniers. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, je vais remettre le slide des 8 tendances, comme ça on peut, si vous avez des questions, on peut en parler. J'aurais dû le mettre à la fin, comme ça nous aurait évité de remonter, mais c'est pas grave. Et voilà.